Pour moi, une école d'art, c'est pas un lieu où on donne un mode d'emploi, c'est un lieu compliqué. C'est d'abord un lieu où se forge une communauté. Plus qu'un lieu de transmission de savoir, c'est un lieu où se forge une communauté. C'est-à-dire où des individus d'une génération donnée se retrouvent en même temps, parlent des mêmes choses, travaillent ensemble, etc., etc., partagent des savoirs. Ce qui est très important dans l'école d'art, ça j'ai remarqué, c'est pas tant la transmission du savoir du prof à l'élève, qui est importante, mais qui est moins importante que la transmission du savoir d'élève à élève. Il y a deux types de transmission du savoir. Il y a le niveau horizontal, ce que les élèves s'apprennent entre eux, qui est aussi important que ce que les profs apprennent aux élèves. Et je me rends compte que ces dernières années, on a plus tendance à vouloir réfléchir à ce que c'est qu'un artiste plutôt qu'à vouloir réfléchir à ce que c'est que l'art. On s'est rendu compte effectivement que là, du coup, c'est impossible. Donner une définition de l'art, c'est impossible. Alors, sur une définition de l'artiste, on peut y arriver. Un artiste, c'est d'abord, alors c'est des choses assez classiques, un artiste, c'est d'abord quelqu'un qui décide d'être artiste. Donc l'idée de décision est fondamentale. Je décide d'être artiste. C'est-à-dire, j'ai conscience d'être artiste et de décider. Ça permet déjà de faire la part entre l'art au sens fort du terme et l'art par procuration. Parce que quand j'appelle l'art par procuration, c'est par exemple l'art brut. L'art brut, c'est rarement dans l'histoire de l'art brut un individu qui décide d'être un artiste. C'est toujours quelqu'un d'autre, un psychiatre, un collectionneur, qui dit ce que vous faites, c'est de l'art. Donc la différence entre art et non-art, c'est d'abord un individu en toute conscience qui décide. Une fois qu'il a décidé, mais ce n'est pas dans l'ordre, enfin cette décision, après ça implique une position. Parce qu'à partir du moment où on a décidé d'être artiste, ça implique qu'on ait conscience de la position qu'on occupe dans une histoire, puisqu'être artiste, décider d'être artiste, c'est s'insérer dans une histoire. Et décider d'être artiste, c'est également s'insérer dans un contexte de vie. Je décide, si je décide, ça m'oblige à prendre une position, et cette position, c'est le croisement de l'histoire et du présent. Et ça croise deux lignes de force. La ligne du présent, c'est une position que j'occupe dans les musées, les galeries, l'édition, tout ce qu'on voudra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le critère, bien évidemment, qui est plus difficile, c'est la fonctionnalité. Je suis artiste parce que je produis des objets qui ne me sont pas commandés. C'est ce qu'on appelait l'art libre. C'est-à-dire je suis artiste parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas de fonctionnalité aux objets que je produis ou à ce qu'on me demande. Et d'une certaine manière, on ne me demande rien. Contrairement aux designers, contrairement à toute une série de pratiques du domaine des arts appliqués. Et puis le quatrième critère, c'est comment je suis reconnu ou pas par mes pairs. Ça, c'est un critère très important. Donc si je dis décision, position, fonctionnalité et par reconnaissance mes situations, là j'ai quelque chose qui fait que l'on peut définir provisoirement, parce que tout ça évolue, qu'est-ce que c'est qu'un artiste. Et donc du coup, on ne se pose plus la question de savoir ce que c'est que l'art, puisque si un individu remplit ces quatre conditions, qui sont des conditions minimum, mais il peut y en avoir d'autres, s'il remplit ces quatre conditions, tout ce qu'il produira, c'est de l'art. Même s'il ne produit rien, même s'il ne fait pas d'objet, même si c'est uniquement, comme disent certains auteurs, un artiste sans œuvre. Si on regarde le procès Brancusi contre les États-Unis, les actes du procès Brancusi contre les États-Unis, qui était un procès qu'avait fait l'avocat de Brancusi aux États-Unis, enfin bon, c'est compliqué. Dans le jugement, un des critères qui est relevé, parce que le juge se demande, mais pourquoi vous êtes artiste à Brancusi, pourquoi vous n'êtes pas artiste? Pourquoi votre objet qui est un oiseau dans l'espace qui ressemblait à un objet industriel, pourquoi c'est pas un objet industriel, pourquoi c'est une œuvre d'art? Tout le procès tourne autour de ça. Et dans l'ensemble des critères, il y en a quelques-uns que je viens d'évoquer, mais il y en a un qui est déterminant aussi, c'est est-ce que vous avez fait ou pas une école d'art?
Donc c'est pas est-ce qu'on vous a donné le mode d'emploi, mais dans la reconnaissance de la position ou du statut d'artiste, le fait d'avoir fait une école d'art est un élément qui, pour un juge, est un élément décisif. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, effectivement, mais il y a des conditions qui font que... parce que sur 500 étudiants conformes, tous les 10 ans, il y en a peut-être 2 qui deviennent artistes. Et justement, c'est ça qui a changé dans les écoles d'art, c'est que il y en a peut-être que 2 qui deviennent vraiment artistes, qui continueront, etc. Mais on est obligé de prendre en compte tous les autres. Que deviennent les autres qui ne seront pas artistes? Et ça, c'est une fonction nouvelle des écoles d'art. Avant, on ne s'occupait pas de ceux qui ne devenaient pas artistes, tant pis pour eux, quoi. Ils étaient artistes, ils rataient leur truc. Bon. Ce qui est nouveau dans les écoles d'art, quand je parlais des ruptures, c'est que maintenant, on prend en compte ceux qui ne seront pas artistes. On fait comme s'ils allaient tous devenir artistes. Mais en même temps, on s'occupe de tous ceux qui ne seront pas, qui vont être éditeurs, qui vont être graphistes, qui vont travailler dans des galeries, qui vont travailler dans des champs de l'art, etc., etc. Voilà.